Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire, sur, l'autoconsommation collective qui s'appelle, «L'autoconsommation collective, pourquoi pas vous?» C'est un webinaire, qui est co-organisé par, l'association Smile, Atlanson et le Conseil régional de Bretagne. Nous allons voir dès à présent l'ordre du jour. Donc, d'abord une introduction par Smile, puis par Atlanson, pour définir les grands contours techniques de ce que c'est que l'autoconsommation collective. Ensuite, un court panorama régional, un focus sur les aides de l'ADEME, puis, 3 retours d'expérience avec, la participation d'Energive, de Kenya et d'Enric. Enfin, une ouverture avec, les perspectives, les outils et les acteurs, ainsi qu'une dernière phase de questions-réponses. Alors pour, le bon déroulement, de ce webinaire, les micros et les caméras, sont fermés, mais n'hésitez pas à déposer vos questions ou vos commentaires dans le petit onglet, Q&R, donc c'est, à droite de conversation, pour suivre plus facilement le fil des échanges. Sans plus tarder, je passe la main à Thomas. Bonjour à tous, enchanté de pouvoir animer une partie, enfin, l'introduction de ce webinaire sur l'autoconsommation collective. Donc, je suis chargé de mission Smart Grid chez Smile. Euh, Avant de vous présenter un petit peu l'association, le lien qu'il y a entre l'autoconsommation collective et les réseaux énergétiques intelligents, c'est vraiment une des briques en fait de réappropriation de l'énergie. Et comme on est sur d'autoproduction, on va chercher à optimiser. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, dans les systèmes énergétiques intelligents, c'est l'optimisation justement des systèmes de production d'autoconsommation collective. Donc, on a pas mal de projets. Je vous en présenterai deux tout à l'heure. Alors, Ah, il y a un qui... souci d'écran blanc, Thomas, pardon. Ouais. Ils sont Euh, pas chez tout le monde, c'est curieux. Mmh. d'accord. Ok, bon, bah, si ça marche pour la majorité, je propose qu'on continue. Ils sont Euh, plusieurs quand même, hein. ok. Je vais envoyer le lien pour consultation en parallèle. Ouais, Laurie vous envoie le lien pour consultation du PowerPoint, comme ça vous pourrez le suivre également. Euh, du coup, Smile, c'est un réseau on dit que c'est le réseau de l'Ouest dédié au système énergétique intelligent. On est une association qui est birégionale, donc des régions Pays de la Loire et Bretagne. Euh, et notre particularité, ce qui fait notre force aussi, c'est le fait qu'on a des acteurs très différents qui travaillent ensemble. Donc, on a les régions, Bretagne, Pays de la Loire, mais aussi l'ADEME, RTE, Enedis, GRT Gaz, GRDF. On a des syndicats d'énergie qui, eux, ont beaucoup de projets en fait dans leur main, qui sont vraiment dans la transition. Et puis, des entreprises apporteuses de solutions. Notre objectif, c'est vraiment de faciliter l'émergence de projets démonstrateurs de systèmes énergétiques intelligents dans le but de démontrer, partager et amplifier ces projets. On a 3 axes sur lesquels on travaille. Le premier, c'est le fait de faire connaître et se rencontrer les différents acteurs de nos deux régions autour notamment de 2 showrooms, un à Nantes et un à Rennes. Notre deuxième axe, c'est le fait de valoriser les projets du système énergétique intelligent. On va voir deux exemples là tout de suite euh, de projets homologués par Smile dans les showrooms. Donc, et là, le troisième axe, c'est le fait de faire des groupes de travail. Donc, on en a 2 actuellement. Le groupe de travail sur le pilotage de la recharge des véhicules électriques et un groupe de travail sur la flexibilité et justement l'autoconsommation collective est dedans. Allez, hop, je passe la parole. Oui, j'avais dit que je parlais de 2 projets d'autoconsommation collective il y en a notamment qui intègrent des briques de stockage ou de mobilité. Euh, mais je vais plutôt, je vois que le temps passe vite, je vais plutôt laisser la parole à Clara qui va vous parler de l'ACC
ce qu'il faut savoir sur l'ACC. Ouais, merci Thomas. C'est bon, est-ce que je peux passer les slides? Hop. Oui, c'est bon. Ouais, ok. Eh ben, je te remercie. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Clara Bosnet, je suis chargée de mission photovoltaïque au sein d'Atlansun. Je vais être très rapide sur la présentation d'Atlansun pour garder un peu de temps plus sur l'aspect ACC et pour en définir un peu les contours. Si vous devez retenir quelques petites informations, on est une association loi 1901 qui existe depuis 2012. On est un réseau d'acteurs du solaire photovoltaïque, mais aussi solaire thermique, présent en Bretagne et en Pays de la Loire. Et les acteurs peuvent être aussi bien privés que publics. Pour en savoir plus, je vous renvoie sur notre site internet où on présente l'équipe et nos actions, ainsi qu'un centre de ressources qui est à disposition de tous. Mais je ne prends pas plus de temps que ça pour l'instant. Pour vous parler directement du sujet, à savoir l'autoconsommation collective. Et on va commencer par une petite définition. Donc, l'ACC, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de valorisation et de consommation d'électricité dans lequel un ou plusieurs consommateurs utilisent de l'électricité produite localement par une ou plusieurs installations de production d'ENR. Donc, c'est une électricité qui est partagée entre plusieurs participants selon des règles définies à l'avance et on va parler un peu de ces règles juste après. Donc ça, c'est une définition un peu simplifiée. Pour avoir la définition complète et réglementaire, je vous renvoie au Code de l'énergie. J'ai mis l'article juste en dessous. Alors, l'ACC, comment ça marche en termes de flux, etc. Donc l'amortissement est porté par un producteur. Vous voyez, là, on vous a mis une petite centrale photovoltaïque sur le toit d'un producteur avec un ou plusieurs consommateurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autoconsommation collective, c'est avant tout un flux économique. Le principe, c'est quoi? Le ou les consommateurs vont acheter de l'électricité produite localement par le producteur. Voilà, donc c'est avant tout un flux économique. Si jamais il reste du surplus de cette énergie produite, elle peut aussi être valorisée différemment, par exemple avec EDF obligation d'achat. Mais retenez que le principe de base, c'est bien un contrat qui va relier un ou des consommateurs avec un producteur et que c'est un flux économique. Il faut bien faire la différence parce que sur le flux énergétique, c'est pas exactement ce qui se passe. Si le producteur, par exemple, a décidé d'être en autoconsommation individuelle dans un premier temps, l'électron va aller en fait au plus rapide et donc va alimenter ses postes de consommation à lui avant ensuite d'aller dans le réseau. Donc ça, c'est pour la partie vraiment électricité, comment ça se passe. Mais retenez bien que l'autoconsommation collective, c'est avant tout un modèle économique qui est possible grâce à la synchronisation des compteurs Linky. Et à côté de ça, le producteur et les consommateurs gardent aussi leurs fournisseurs classiques d'électricité. Donc, il va y avoir tout un enjeu de gérer deux contrats d'électricité, à savoir celui avec le fournisseur classique et celui dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective. Voilà pour ça. Donc, quelques petits principes à retenir pour l'ACC. Déjà, il y a un périmètre géographique donné. On ne peut pas faire des opérations d'autoconsommation collective en traversant la France. Ça peut être à l'échelle d'un bâtiment, par exemple sur un logement avec plusieurs appartements, ou jusqu'à un périmètre de 2 km pour les communes qui sont dans les zones urbaines, ou on peut avoir des périmètres un peu plus étendus à 10 km en zone périurbaine et jusqu'à 20 km en zone rurale, en obtenant une dérogation. Il y a un autre principe aussi à retenir, c'est qu'il y a une puissance maximale à respecter dans les opérations d'autoconsommation collective. Elle a été rehaussée récemment, en mars. Cette puissance maximale, elle est maintenant de 5 MW crête. Et enfin, il y a une interface gestionnaire à créer qui s'appelle la personne morale organisatrice, la PMO. Et c'est une entité juridique. La forme de cette entité juridique peut être libre, ça peut être une coopérative, une association loi 1901 ou autre. Et cette entité va relier les producteurs et les consommateurs entre eux.
Donc voilà, c'est le petit schéma que je vous ai mis là. Cette entité réunit ces acteurs-là. Et l'objectif de cette PMO, ça va être de faciliter la définition des grandes règles du jeu. Par exemple, en fait, à combien le producteur va vendre son électricité au consommateur, ça va être défini dans ce cadre-là. La répartition de la production entre les consommateurs. Est-ce qu'on se met d'accord que chacun obtient une partie de la production égale, ou est-ce qu'on préfère dire que la répartition sera en fonction de l'acteur qui consomme plus à un instant T? Enfin, voilà, il peut y avoir différentes clés de répartition et elles vont être décidées à ce moment-là. Il va y avoir aussi d'autres types de contractualisation à gérer au sein de la PMO. Je ne rentre pas dans les détails ici. Mais un élément important, c'est aussi la signature d'une convention de mise en œuvre de cette opération d'autoconsommation collective avec le gestionnaire du réseau, à savoir Enedis, qui pour le coup va avoir un rôle clé dans les opérations d'ACC, étant donné que c'est l'acteur en tant que gestionnaire du réseau qui va permettre de gérer les courbes de charge des consommateurs et les clés de répartition, et être en mesure de calculer les kilowattheures qui sont consommés par le consommateur dans le cadre de cette opération d'ACC et les kilowattheures qui vont être consommés dans le cadre de son contrat classique d'électricité avec son fournisseur classique. Donc voilà, Enedis va pouvoir gérer ce suivi de cette double consommation entre les kilowattheures qui vont être consommés dans le cadre de l'opération et ceux chez son fournisseur classique. C'est un des rôles qu'ils vont jouer, mais voilà, ça c'est un rôle important. Voilà pour la PMO. Juste un petit point un peu sur le jargon qui peut être utilisé dans les opérations d'ACC. Vous avez sûrement déjà entendu parler, par exemple, d'ACC patrimonial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des formes d'ACC où on a une même entité qui consomme elle-même sur plusieurs sites sa propre production d'électricité. Donc en fait, là, l'ACC est gérée par une entité. Pour prendre un exemple, ça peut être une commune qui décide de mettre une centrale photovoltaïque sur son centre technique municipal, par exemple, et grâce à cette centrale, d'alimenter d'autres sites qu'elle a, type la mairie, l'école, la salle des fêtes. Enfin, voilà. On a une entité qui est au cœur de cette opération d'ACC. Ensuite, on peut avoir des opérations d'ACC ouvertes, où là, c'est du multi-acteur. Par exemple, ça peut être une entreprise dans une zone d'activité, prenons un industriel, qui va de la même façon avoir une centrale photovoltaïque et vendre l'énergie qu'il produit à des consommateurs alentours, par exemple des commerçants qui pourraient avoir des besoins en électricité. Donc là, en fait, on a plusieurs entités juridiques qui se mettent d'accord dans une opération d'ACC. Et enfin, un peu moins connu, mais qui existe quand même aussi, il y a l'ACC social. Donc là, l'opération est effectuée par un bailleur social et ça sous-entend aussi la participation des locataires. Ça peut être un bailleur social qui a investi dans une centrale en toiture pour alimenter des parties communes et céder gratuitement ou à moindre coût l'énergie produite aux locataires, si tant est que ces locataires sont d'accord. Voilà un peu pour le vocabulaire. Et enfin, pour terminer, un petit point sur les dernières évolutions réglementaires. L'ACC, c'est un cadre qui est relativement récent quand même, et réglementairement, ça bouge pas mal. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la rehausse de la puissance maximale dans une opération. Il y a d'autres nouveautés, par exemple l'exonération d'accise. L'accise, c'est une taxe sur la consommation finale d'électricité qui, comme dans les opérations d'autoconsommation individuelle, est à 0 € désormais pour les opérations d'une puissance inférieure à 1 MW crête. Ce qui, du coup, est un avantage économique supplémentaire pour les opérations d'ACC. Et enfin, une autre nouveauté, c'est une spécificité pour les collectivités qui peuvent, sous réserve de respecter plusieurs critères cumulatifs, obtenir une dérogation géographique à l'échelle de l'EPCI complète et une hausse du seuil de puissance à 10 MW. Les critères, je vous les ai mis là, je ne rentre pas dans le détail, je vous laisserai en prendre connaissance. Mais voilà, on a aussi une nouvelle flexibilité possible pour les opérations d'ACC avec des acteurs publics. Voilà pour les grands principes, pour un petit contexte d'introduction sur l'ACC. Je passe maintenant la main
à Anne Boulet-Couetil pour un panorama breton de ces fameuses opérations ACC. Merci Clara. Donc, rebonjour, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Anne Boulet-Couetil, je travaille pour la région Bretagne et je suis en charge des politiques de planification énergétique. Donc, je vais vous présenter un panorama breton des opérations d'autoconsommation collective. Si ça veut bien passer à la diapo suivante. Alors, la première opération a été mise en service en 2018, portée par Morbihan Énergie, et c'était une des premières installations en France. À partir de 2021, on a eu une augmentation du nombre d'opérations, surtout en lien avec la crise énergétique, parce que le fait de monter une opération d'autoconsommation collective va permettre de maîtriser, ses factures d'électricité et aussi d'être, moins dépendant, d'un point de vue énergétique. Donc, on voit que la courbe est très impressionnante. On arrive, en 3 ans, de 3 opérations à 55. Ce qui est important à noter aussi, c'est qu'aucune opération d'autoconsommation collective n'a été abandonnée. La plupart des opérations, menées en Bretagne, sont inférieures à 250 kW/crête. Donc ça, c'est une particularité qu'on retrouve sur tous les projets, photovoltaïques en Bretagne. On a plutôt une grande représentation de petits projets, de petites puissances. Et les diapositives qui vont suivre, que je vais vous présenter, s'appuient sur le travail d'une stagiaire qu'on a accueillie à l'été 2024, Méwen Granger, qui a auditionné une vingtaine d'acteurs de la filière photovoltaïque. Donc, je vais vous présenter les grands enseignements de son stage, de sa série d'auditions. Alors, dans les acteurs, dans les porteurs de projets qu'elle a auditionnés, on peut découper ça en 4 grands types. Les boucles, ceux qui ont mené des projets de boucles patrimoniales, Clara vous en a déjà parlé. Donc, c'est le cas le plus simple, où le producteur et le consommateur sont la même personne morale. Et c'est le dispositif qui est le plus développé. Ça représente plus de la moitié des installations en France. Le modèle qui suit, donc boucle ouverte portée par une collectivité, connaît également un très grand essor. Il y a eu le projet de partage ELEC 1, mené aussi par Morbihan Énergie, qui a ouvert le bal, je dirais, avec la mise en service de 14 boucles locales, où là, on trouve un seul producteur, la collectivité, c'est même le Morbihan Énergie, le syndicat départemental d'énergie du Morbihan, et avec des consommateurs qui peuvent être variés. Ça peut être des collectivités, mais aussi des commerces, des particuliers et des TPE. Le troisième modèle, ce sont les boucles ouvertes portées par un collectif citoyen. Donc, on a de très beaux exemples en Bretagne. Je pense notamment au projet des centrales villageoises de l'Envalais, où là, donc, on va avoir des citoyens qui se mobilisent pour monter un projet avec un investissement 100% citoyen, et les panneaux solaires vont être installés sur le toit de bâtiments publics avec des consommateurs possibles qui peuvent être assez variés, donc même topo que précédemment, collectivités, particuliers ou entreprises. Et enfin, le dernier modèle qui est encore émergent en Bretagne, il y a moins de 5 projets, il me semble. En tout cas, il y en a un qui va bientôt voir le jour à Vitré Communauté, où là, on voit un investissement porté à la fois par la collectivité, donc c'est Vitré Communauté, et les entreprises d'une zone industrielle pour fournir de l'électricité aux entreprises de cette zone industrielle. Donc différents modèles, tous très intéressants.
Alors, ce que Mewen a mis en évidence lors de ces entretiens, enfin, il y a beaucoup plus de sujets que cela, mais je vais vous en présenter 4 et je vous inviterai à aller lire le rapport dans son entier si vous voulez aller plus loin. Donc, les 4 que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui, c'est le mode de valorisation économique, les différents types de participants à une opération, les retombées territoriales et la communication, et enfin les difficultés ou non pour la mise en place d'une opération de ce type. L'autoconsommation, peut être vue, comme le disait Clara, comme, un mode de valorisation économique. C'est-à-dire que, dans un premier temps, vous avez votre centrale solaire qui peut vendre de l'électricité, à EDF obligation d'achat, c'est-à-dire, c'est le tarif d'achat, c'est le modèle, classique, on va dire. Et on peut ajouter à ce schéma classique la brique autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'on ne va plus vendre l'électricité directement à EDF obligation d'achat, on va le vendre à ses voisins ou le consommer soi-même. Euh, alors, je cite, l'autoconsommation collective n'est qu'un mode de valorisation d'une production d'électricité, le plus souvent photovoltaïque. C'est vrai qu'on peut trouver ce type de vent, donc l'autoconsommation collective, aussi sur des projets éoliens, même si c'est beaucoup plus rare. Le grand avantage de l'autoconsommation collective, ça va être de créer un projet de territoire avec, des retombées, financières, locales, une dynamique aussi territoriale. On va embarquer aussi un certain nombre de personnes dans une, réflexion sur, la consommation énergétique, sur, l'acculturation aussi au sujet énergétique, donc ça a de grandes vertus pédagogiques. Attachons-nous maintenant à voir les participants à une opération, avec d'abord les producteurs. Donc le producteur, c'est l'acteur central et moteur d'une opération parce que c'est lui qui va porter le projet au départ. Le montage le plus simple et le seul, existant, alors actuellement, en tout cas en 2024, c'était, un seul producteur. Mais on sait qu'il y a, aujourd'hui en 2025, quelques projets émergents en Bretagne avec plusieurs producteurs. Même si plus on a de producteurs, bien sûr, plus le modèle va être complexe. Il existe différentes options pour un propriétaire foncier. Louer son foncier au futur producteur, devenir producteur lui-même ou devenir consommateur. Je prends l'exemple de Cyrène, donc c'est un collectif citoyen, à Rennes qui a monté un projet, solaire, qui s'appelle Éclair où, Cyrène vient, louer les toitures, enfin des toitures de la ville de Rennes et va fournir en électricité, des écoles, des commerces, des citoyens. Donc là, la ville de Rennes, qui est propriétaire de son foncier, à la fois, touche une petite rémunération, mais en plus est consommateur de l'électricité. Et enfin, il existe, différents types de projets solaires. Il y a des toitures, des ombrières, des trackers de façon plus marginale et il y a également, on voit émerger des projets de solaire au sol. Donc voilà, ça concerne tous les types d'installations. Et il est important de comprendre que ce modèle d'autoconsommation peut être créé en amont du projet, c'est-à-dire on va créer un projet solaire dédié après à l'autoconsommation, ou on peut aussi, créer un projet solaire sans parler d'autoconsommation au départ et le transformer en projet en boucle locale ultérieurement. Donc ça s'applique au projet actuel, mais aussi au projet à venir. Les consommateurs. Hem, c'est un sujet important pour le producteur parce que le choix du consommateur, va permettre, d'optimiser le taux d'autoconsommation. C'est-à-dire que, si, vous produisez l'électricité, par exemple, sur une école, et que le consommateur principal est l'école,
pourquoi pas, mais l'école sera fermée pendant les mois d'été, là où il y a un pic de production. Donc il est intéressant d'aller chercher d'autres consommateurs, par exemple des commerçants à proximité qui vont avoir, des frigos, pour, utiliser l'électricité, produite en temps réel. Et plus votre profil de consommateur va être varié, plus vous allez, optimiser votre taux d'autoconsommation. Les contrats d'achat peuvent varier d'un mois à plusieurs années en fonction des boucles, c'est-à-dire qu'on va avoir, des projets parfois où il y a un contrat d'achat d'électricité, sur, 3 ans, 10 ans, voire même, 20 ans. Donc voilà, tout est possible. Alors dans le tableau, c'est écrit consommateur avantageux ou peu avantageux. On pourrait dire avantagé aussi. C'est-à-dire que, un bâtiment public ou parapublic va acheter enfin les collectivités vont acheter l'électricité pour leurs bâtiments à un tarif relativement élevé, comme les TPE, les PME ou même encore plus les particuliers. Donc, si on leur propose d'acheter l'électricité dans une boucle d'autoconsommation, ça peut être avantageux économiquement, ça va leur coûter moins cher. Par contre, les consommateurs, entre guillemets, «peu avantageux», ça va être les gros consommateurs industriels qui, eux, ont des tarifs préférentiels pour leur électricité. Donc ils auront moins d'intérêt direct à investir, à intégrer une boucle d'autoconsommation collective. Mais ça peut quand même, arriver. Et enfin, il y a un dissensus des acteurs de la filière sur l'intégration ou pas des particuliers dans une boucle. Comme je le disais, les particuliers, sont ceux qui payent l'électricité le plus cher, donc potentiellement, ils sont en mesure, d'assurer plus facilement l'équilibre économique d'un projet. Par contre, c'est, plus compliqué d'intégrer des particuliers, dans la phase de recrutement des consommateurs. Ça va être chronophage, ça va, demander pas mal d'énergie. Et puis, il y a une multiplicité d'acteurs, ce qui fait que pour la gestion de la personne morale organisatrice, ce sera plus de travail. Mais c'est tout à fait faisable et hem, on verra tout à l'heure plusieurs exemples qui l'illustrent. Les retombées territoriales et communication. Alors, j'aime beaucoup cette phrase, qui a été, prononcée par Centrale Villageoise Rance Émeraude. C'est un circuit court, un projet territorial qui s'accompagne d'un apprentissage de l'utilisation optimale de cette énergie renouvelable et qui est associé aux économies d'énergie. Effectivement, lorsque vous présentez un projet d'autoconsommation collective, vous allez, questionner, les potentiels consommateurs, sur leur facture d'électricité et ne serait-ce que ça amorce une réflexion, sur, nos modes de consommation et ça peut très vite amener, sur, des actions de sobriété dont on a fort besoin. Donc, il y a bien sûr des retombées économiques, mais il y a aussi des retombées, pédagogiques sur, l'acculturation aux enjeux énergétiques. Ce modèle d'autoconsommation collective est particulièrement sollicité par les collectivités et les agriculteurs parce que ce sont des personnes ou des entités, qui ont un ancrage très fort dans le territoire et qui vont, aimer, participer à ce type de projet. Enfin, il y a une appétence particulière de ces acteurs. Par contre, il y a un point très important, c'est que pour optimiser les retombées favorables, il y a un enjeu de communication très fort, que ce soit en amont et en aval. C'est-à-dire, créer des ateliers, pour acculturer aux économies d'énergie, à la bonne compréhension de l'équilibre entre l'offre et la demande, comment fonctionnent les réseaux électriques, et ça permet déjà de recruter des personnes sur la boucle d'autoconsommation et puis ça permet d'optimiser, les bénéfices. Les difficultés. Donc, la première colonne, ce sont les difficultés qui sont inhérentes à toute installation, photovoltaïque, donc trouver des bâtiments solarisables et se mettre d'accord aussi avec, l'assureur, notamment pour les bâtiments industriels.
La deuxième colonne, modèle économique et financement. Alors, hors S21 ou alors avec S21 version 2025, les financements bancaires peuvent être compliqués parce qu'il n'y a pas la sécurité du tarif d'achat que propose le S21. Il y a aussi une vulnérabilité à l'évolution des prix de l'énergie. Quand les prix de l'énergie sont très faibles, les consommateurs vont traiter directement avec leurs fournisseurs. Ils ne voient pas l'intérêt de rentrer dans une boucle d'autoconso. Alors que si les prix deviennent très hauts, c'est ce qu'on a vu avec la crise énergétique en 2021, là on voit tout de suite l'intérêt de rentrer dans une boucle d'autoconsommation. Donc le volontarisme des consommateurs peut varier en fonction des prix de l'électricité. Et enfin, l'optimisation du taux d'autoconsommation peut aussi être compliquée, notamment si les prix de l'électricité sont faibles. Ça va être plus difficile de recruter des consommateurs. Alors, la gestion de la vie d'une opération. Tous les acteurs s'accordent à dire que c'est un enjeu complexe. La PMO, par contre, c'est surmontable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des prestataires, enfin oui, des fournisseurs de services de ce type. Donc, ça peut être les syndicats départementaux d'énergie, des entreprises, des SIC également, du côté de Rance Émeraude, il y en a. Donc voilà, il y a une multiplicité d'acteurs qui émergent. La double facturation par les fournisseurs, c'est un souci qui tend à s'atténuer. Et enfin, pour les consommateurs, certaines boucles ouvertes peinent à trouver des consommateurs. Bon, ça je l'ai déjà évoqué. Enfin, les non-difficultés. Donc il n'y a pas de difficultés techniques notables, c'est un montage conceptuel et comme je vous disais, il existe des bureaux d'études ou prestataires qui peuvent vous accompagner. Les dérogations pour le périmètre sont systématiques. L'externalisation des services à la PMO est possible, bon, je viens de l'évoquer, et aucune boucle d'autoconsommation n'est figée. On peut revenir sur un tarif d'achat si on le souhaite. On peut entrer et sortir de l'autoconsommation. Enfin, voilà le lien vers le rapport complet. Merci pour votre attention et je passe la main à Marcia de l'ADEME. Merci Anne. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Alors, est-ce que j'ai la main? Donc, ouais, c'est l'aide de l'ADEME au singulier, puisque à l'ADEME Bretagne, dont je fais partie, nous n'avons, à l'ADEME tout court, qu'une seule aide au photovoltaïque. Alors, est-ce que j'arrive à changer les slides? Voilà, c'est bon. Donc, c'est le dispositif, ça va trop vite, d'aide aux études photovoltaïques en autoconso. Donc, on a ouvert début 2025. Donc, c'est un dispositif sur lequel on a encore très peu de recul parce qu'on n'a pas accompagné de projet récemment dans le cadre de ce dispositif. Donc, l'objectif de ce dispositif, si ça veut bien bouger. Pourtant, j'ai la main, mais voilà. Donc, c'est bien d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la prise de décision pour réaliser ou non des projets d'installation PV en autoconso. Donc, l'objectif du dispositif et des études, c'est bien d'analyser le potentiel des projets, donc techniques, économiques, etc., de soutenir le processus décisionnel, on l'a dit, des maîtres d'ouvrage, avec notamment les forces et faiblesses des projets, les ressources nécessaires pour le mener à bien, et puis fournir des éléments clairs, chiffrés aux maîtres d'ouvrage en vue de réaliser ou non le projet. Les résultats attendus de ces études sont bien de proposer des solutions techniques qui soient vraiment adaptées au contexte local et au périmètre de l'étude, proposer des solutions économiques pour le montage technique de l'opération, et enfin vérifier la faisabilité technique et environnementale des taux d'autoconsommation, autoproduction sur les bâtiments étudiés et les installations envisagées. Donc, les projets éligibles, donc les études de diagnostic et les études d'accompagnement d'AMO. Voilà, donc il est important à noter que ne sont pas éligibles le montage de la PMO, donc que Clara vous a présenté tout à l'heure,
Une seule réunion collective pour informer les autoconsommateurs potentiels pour un projet en autoconsommation collective. Une seule réunion est éligible dans le cadre de ce dispositif. Et évidemment, les études en autoconsommation individuelle ne s'adressent pas aux particuliers. Il s'agit bien de projets à destination de collectivités, d'entreprises ou d'associations. Il y a différentes conditions d'éligibilité qui sont visibles sur le site Agir de l'ADEME. Vous avez le lien juste en dessous, mais les plus importantes sont évidemment faire respecter les exigences réglementaires. Pour le maître d'ouvrage, être propriétaire du bâtiment ou bien être reconnu juridiquement comme donneur d'ordre, donc c'est-à-dire par exemple pour une association, un collectif de citoyens, bénéficier d'une autorisation d'occupation temporaire du bâtiment ou des bâtiments qui font partie du périmètre de l'étude. Les bâtiments sur lesquels sont envisagées des installations doivent exister depuis plus de 2 ans après la garantie de bon achèvement. Les études doivent respecter le cahier des charges études de l'ADEME, donc le contenu qui est disponible sur la page Agir de l'ADEME dédiée au dispositif. Le bureau d'études qui accompagne le maître d'ouvrage doit disposer de qualifications de certification RGE dans le champ d'application ou bien pouvoir attester de conditions notamment d'expérience équivalente. Et là, c'est vraiment à la discrétion de l'ingénieur ADEME qui accompagne le porteur de projet de savoir si le maître d'œuvre, si le bureau d'études peut bien accompagner le projet. Et enfin, une priorité sera donnée aux projets ayant une dimension citoyenne. Et donc, les modalités d'aide, donc tous les coûts liés à l'étude sont éligibles. Ils sont plafonnés à 50 000 € pour les études de diagnostic, 100 000 € pour les études d'accompagnement. Et l'intensité de l'aide varie de 60 à 80% selon la taille de l'entreprise. Et par entreprise, on entend bien, c'est la définition européenne de l'entreprise. Donc, collectivités et associations font aussi partie de cette définition. Et donc, toutes les dépenses de l'étude sont éligibles une fois le dossier de demande d'aide déposé auprès de l'ADEME sur le site de l'ADEME Agir. Par contre, un dépôt de demande d'aide ne garantit pas évidemment une acceptation du projet par l'ADEME. Donc, vous avez mon contact pour plus d'informations sur ce dispositif. Et je vois qu'il y a eu des questions. Je vais regarder et essayer d'y répondre. Et je passe la main à Pascal Kénéa. Alors, je crois que ça va être Pierre dans un premier temps. Alors, excuse-moi. Alors, à Pierre. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Alors, par contre, je ne sais pas exactement comment prendre la main. C'est bon, oui, je peux, ouais, si je clique. Ok, voilà. Super. Donc, bonjour à tous, hein, Pierre Moal. Je suis le responsable du pôle photovoltaïque d'Energive. Énergive, c'est une société d'économie mixte qui est dédiée aux énergies renouvelables sur le département d'Ille-et-Vilaine. Donc, c'est une société qui a été créée, qui est gouvernée par les collectivités locales du 35. Et moi, l'objet, c'était et peut-être que ça répondra à certaines des questions que j'ai vues passer, c'est de vous présenter un de nos premiers retours d'expérience. C'est l'opération Phébus. Donc, c'est une opération d'autoconsommation collective qui a été mise en service en 2021. Donc, on voyait dans les slides qui ont été présentés tout à l'heure, hein, on faisait partie des 3 premières opérations de la région. Donc, peut-être pour introduire ça, ce qui est important dans une opération d'autoconsommation collective, c'est quand même de comprendre l'intérêt de chacun. Pour un producteur, c'est un projet qui est plus compliqué que de vendre tout à un tarif via un mécanisme de soutien. Donc, il peut être pas mal de réussir à inciter ce type de projet-là. Au-delà de, je pense là, autour des écrans, je dois avoir des personnes qui sont convaincues, qui voient tout l'intérêt pédagogique, tout l'intérêt de pouvoir avoir ce type de valorisation-là dans notre mix énergétique.
Mais il n'empêche que, je ne sais plus les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, mais on a quelques mégawatts en opération d'autoconsommation collective sur plusieurs gigawatts qui ont été raccordés sur la même période. Donc ici, on peut voir tout l'intérêt des collectivités locales et c'est typiquement la genèse du projet sur Melesse. Ce projet-là, il a été initié par la ville. La ville vendait un terrain pour une opération immobilière et dans son cahier des charges de cession, il avait imposé au promoteur qui achetait le terrain de mettre en place une opération vertueuse. Et était fléché parmi ces opérations la possibilité de mettre en place un circuit court. Donc c'est vraiment cette impulsion communale qui a permis au projet de voir le jour. Est-ce que derrière, donc c'est Cap Accession, le promoteur qui avait remporté ce marché pour acquérir le terrain. Cap Accession a cherché, et c'était la slide d'Anne aussi, a cherché des supports pour réussir à faire une opération de circuit court sur les toitures de ces résidences. Donc nous, Energive, on est rentré dès la phase avant-projet sommaire de ce projet-là. On a été contacté par Cap Accession après une mise en relation de la commune pour porter le projet photovoltaïque et organiser le circuit court. Donc ce projet-là, concrètement, ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'il est en opération. On a 90 kW qui sont répartis en 3 centrales sur 3 toitures des résidences Phébus. On a dans l'opération plus d'une quarantaine de consommateurs. Dans ce projet, Energive a réalisé le développement du projet photovoltaïque, a porté l'investissement et aujourd'hui gère l'exploitation. On s'est associé avec la mairie et l'ALEC du Pays de Rennes pour réaliser ce que Anne a bien décrit aussi, c'est-à-dire que l'enjeu dans un circuit court, c'est d'avoir du consommateur. Et pour ça, il faut communiquer, il faut avoir des actions pour que tout le monde comprenne comment ça fonctionne et puis après qu'ils puissent être aussi intéressés pour bien consommer. Et donc pour ça, on s'est appuyé sur la mairie et sur l'ALEC du Pays de Rennes pour mettre en place plusieurs opérations. Et la gestion de l'opération, là aussi, elle est déléguée. Donc, elle est déléguée à Partenaire 35, qui est, comme l'initiative du 22, c'est une association qui est créée pour mutualiser la gestion de plusieurs opérations d'autoconsommation collective. Pour vous donner quelques données, la grosse clé, c'est d'avoir un maximum d'autoconsommation pour nous. Est-ce que notre modèle économique repose là-dessus? Et qu'il y ait un intérêt aussi dans le mix énergétique des consommateurs. Donc il y a tout un jeu de dimensionnement au départ et de flux des entrées-sorties après dans l'exploitation pour s'assurer que notre production, qui est une production finie, là on produit à peu près 90 MWh par an, eh bien elle pèse un petit peu dans la facture des consommateurs qui en font partie. Si on fait une opération d'autoconsommation collective et que ça pèse 3% de la facture du consommateur, il va avoir du mal à y voir l'intérêt de signer 3, 4, 5 contrats pour 5% de son appro. Par contre, là, aujourd'hui, on a réussi à mettre en place un dimensionnement qui fait que notre production couvre 22%, c'est mon petit graphe à droite de l'écran, couvre 22% de la fourniture des consommateurs de l'opération. Et nous, du coup, sur les 93 MWh, on a 17 MWh en surplus. Donc, on a à peu près un taux d'autoconsommation de l'ordre de 80%, qui était l'optimum qu'on visait pour notre modèle économique. Et le surplus de production est vendu à Enercop.
Donc c'est un projet, à l'époque il n'y avait pas de S21. C'est un projet qui a été réalisé avec un acheteur de dernier recours qui est un corporate PPA dans les mots à la mode qui a été conclu avec Enercop. Et sur le modèle économique, je sais qu'il y a, enfin plutôt sur le plan de financement, je sais qu'il y a eu des questions aussi là-dessus. Quand on n'a pas de sûreté à présenter aux banques, parce que 40 contrats de gré à gré, c'est pas une sûreté qui pèse le même poids pour une banque par rapport à un contrat de DFOA garanti par l'État. On n'a pas pu constituer de dette sur ce projet-là. Donc, on a remporté un appel à projet FEDER. 60% du financement a été réalisé par les fonds FEDER et 40% du financement ont été apportés par les fonds propres d'énergie. On a ici un petit peu dans la temporalité d'une année en jaune notre production et en bleu la fourniture de compléments des consommateurs de la boucle. Et vous revoyez là tout à l'heure le chiffre que j'indiquais, c'est-à-dire qu'on arrive à un taux d'autoconsommation de 80%. Pour que ça se soit possible, au-delà du montage de financement que j'évoquais tout à l'heure, pour que ça marche, il faut de l'animation. Il faut de l'animation et pour ça, ça vaut le coup de trouver les bons partenaires pour le faire. Donc déjà, dès l'émergence du projet, ce qui était plutôt idéal dans notre opération, c'est qu'on était adossé à une opération immobilière où les gens cherchent du coup un logement, constituent un syndic de copropriété et cherchent un fournisseur d'énergie dès qu'ils s'installent. Donc ils sont clairement dans ces problématiques-là. Donc on s'est adossé au syndic de copropriété pour pouvoir rencontrer tous les futurs occupants des logements Phébus. Et donc, on a eu une montée en charge, on appelait ça comme ça dans notre jargon, mais en tout cas, on a eu une adhésion de consommateurs qui a été relativement rapide parce que dès l'acquisition des logements, on pouvait communiquer avec les consommateurs pour leur dire prenez le fournisseur de votre choix. Et en plus du fournisseur de votre choix, qui ne sera que un fournisseur de complément, vous pouvez souscrire à une offre d'électricité auprès d'Energive qui va vous apporter une partie de votre appro pendant les heures où il y a du soleil. Une fois qu'on avait capté les consommateurs, il faut qu'ils comprennent leurs factures, il faut qu'ils comprennent à quel moment bien consommer, il faut qu'ils comprennent est-ce qu'ils ont un gain économique, il faut qu'ils comprennent, et là, clairement, sur l'autoconsommation collective, on a une plateforme pédagogique qui est hallucinante, c'est-à-dire que toutes les données qui sont devenues abstraites parce que dès qu'on appuie sur un bouton, on a de la lumière, avec l'autoconsommation collective. Oh, je suis en train de déplacer ma photo. Sur l'autoconsommation collective, on a une plateforme pédagogique qui permet d'expliquer c'est quoi la production, c'est quoi le réseau public et c'est quoi la consommation derrière. On a vraiment, voilà, comme tous les éléments d'un micro-réseau à portée de main pour présenter tout ça et vulgariser tout ça auprès des consommateurs. Donc, on a réalisé toute une série d'ateliers pour que les gens puissent comprendre les outils qu'ils ont à disposition et comprendre leurs factures, leur mix énergétique, etc. On a aussi mis en place des ateliers pour leur expliquer à quel moment consommer, comment mettre en place le lave-vaisselle au bon moment, comment programmer tout ça sans avoir 100 000 euros de domestique à investir chez soi. Et ça nous a permis déjà d'intéresser les consommateurs qui sont vraiment devenus des consommateurs du projet. C'est un terme qui est souvent utilisé.
Et ce qui nous fait extrêmement plaisir et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est les retours qu'on peut avoir. Parce que ce projet-là, on l'avait imaginé avec nos idéaux, nos idéologies et nos convictions en 2019 sur PowerPoint. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on se rend compte que les objectifs qu'on voulait avoir, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et typiquement, ça revient aussi un petit peu sur les réactions de la centrale villageoise Ransom Road qu'a récupéré Anne dans son étude. Euh, on a des consommateurs qui se sentent vraiment acteurs, comme quand vous allez chercher votre panier à la map et que vous sentez que vous participez à un circuit court qui a du sens et écologiquement et économiquement. Là, on se retrouve dans le même cadre, mais avec l'électricité, qui est pourtant un produit un petit peu moins palpable. Et on a des consommateurs qui se trouvent ravis d'y participer, qui trouvent leur intérêt économique, qui arrivent à comprendre ce qui se passe grâce aux outils et aux ateliers, qui ont fait d'énormes efforts sur leur façon de consommer. Et là, on fait des rapports périodiques. Tous les 3 mois, on envoie une newsletter. On s'est rendu compte de l'impact sur la consommation des personnes. Typiquement, on a des résidents qui arrivent à avoir des taux d'autoconsommation de l'ordre de 60%. Donc 60% de leur appro vient de l'électricité. Et ces gens-là nous expliquent, moi je programme mon lave-vaisselle, je regarde la météo la veille, la nuit j'essaie de consommer le moins possible. On arrive vraiment à avoir cette sensibilité-là. Et quand aujourd'hui on parle de prix négatifs sur le réseau, il y a trop d'offres par rapport à la demande, on se rend compte que l'autoconsommation collective, c'est un vrai outil de flexibilité parce que les consommateurs sont intéressés et arrivent à consommer au bon moment. C'est pas impossible à faire et on en a la preuve concrète aujourd'hui avec ce projet-là. Voilà, j'ai essayé d'aller vite pour essayer de tenir le timing. Euh, En tout cas, je pense vous avoir un petit peu présenté le projet, expliqué comment est-ce qu'une initiative communale permet d'aboutir à un projet de circuit court. Et heureusement, ce n'est pas les seules initiatives. Donc, je crois que maintenant, ça va être au tour de Pascal Kénéa qui a d'autres retours d'expérience aussi intéressants à vous partager. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, très bien. Donc, je suis Pascal Kénéa, donc je dirige une entreprise du même nom basée à Carhaix, Rennes, Caen, qui date, puisque ça fait presque 29 ans que l'entreprise existe. Et nous avons été dans les premiers à faire du raccordement réseau, même avant le tarif. Donc là, effectivement, nous avons pu lancer une boucle d'autoconsommation collective à Carhaix. Et je vais vous la présenter rapidement. Alors, je fais comment? Voilà. Donc, c'est un projet basé à Carhaix, autour du lycée de Carhaix, qui nous a permis de définir un périmètre dans cette zone-là, avec à l'époque l'objectif c'était 2 mégawatts. Nous avons créé une structure dédiée pour ce projet qui s'appelle Oasis Electric Carhaix et qui est détenue par la holding familiale. Donc, le principe, vous le connaissez, hein, il a déjà été expliqué, je ne vais peut-être pas revenir sur le système de vente d'électricité via produire et vendre aux voisins. Je vais plutôt revenir sur ce qu'on a fait. Donc, on a réussi à faire une première installation de 330 kW sur un bâtiment Action Décathlon. Sur une toiture, une membrane, sur un bâtiment qui était en construction. Donc ça a été évidemment un élément important et plus facile à réaliser puisqu'on a pu faire en sorte que le bâtiment soit solarisé, soit solarisable et voilà, l'installation s'est faite sans aucun problème. La deuxième installation, c'est une installation au sol sur un délaissé foncier
Bon, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on a failli avoir des problèmes avec la loi ZAN. Finalement, c'est passé. On a fait donc une demande d'études cas par cas pour éviter de passer par l'étude d'impact et on l'a obtenu. Donc, l'installation s'est faite aussi dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'on a par contre eu des difficultés sur tout ce qui est bâtiment existant que vous connaissez. Les sujets sont l'amiante, la compatibilité des bacs acier et des membranes, les descentes de charge. Donc ça nous a freiné sur un certain nombre de projets où en fait, ben, tout simplement, les montants d'investissement pour adapter les toitures n'étaient pas corrects, n'étaient pas cohérents pour avoir un objectif économique correct, quoi. Donc, on a donc mis en place aussi donc, la PMO. On a choisi qui nous semble le statut le plus simple, c'est le statut associatif. Euh, il y a une autre option, mais celle-là est à mon avis un peu facile à réaliser. Et en termes de gestion de la PMO, donc il y a plusieurs manières de répartir l'électricité. Là aussi, pour l'instant, on a choisi la solution la plus simple, c'est-à-dire ce qu'on appelle la clé de répartition statique, c'est-à-dire qu'on définit un certain pourcentage de la production pour chaque client et on en reste là. On peut faire évoluer au fil du temps, mais c'est le système qui est le plus facile à mettre en place. Il y a des systèmes plus dynamiques, mais pour l'instant, on n'a pas osé encore se lancer dans cette option. Donc, on a choisi la solution la plus simple quand même. On a travaillé évidemment sur le sujet, puisque évidemment, produire l'électricité, c'est une chose. Expliquer aux consommateurs, c'est leur dire, ben voilà, comment ça se présente une facture d'électricité, leur rappeler, je dirais, la configuration d'une facture d'électricité, c'est une chose. Et ensuite, voir comment nous, par rapport à leur propre facture d'électricité, on se positionne. Donc, le sujet qui différencie, qui finalement a été réglé après un certain temps, on a réussi à comprendre comment nous-mêmes aussi on pouvait établir nos propres factures. Bon, la pratique montre que toute la partie gestion de la TURP reste gérée par et collectée par le fournisseur habituel du client, donc on n'intervient pas. Et nous n'intervenons en fait, nous ne collectons que la partie qui concerne la CSPE. C'est le seul, je dirais, intervention que l'on a au niveau de la facturation. Donc c'est relativement facile. Ça nous a pris un certain temps aussi pour bien voir comment on configurait cette facture. Expliquer aussi évidemment au client comment il allait recevoir maintenant deux factures, une avec son fournisseur habituel et puis notre facture. Ah, on a mis en place un système aussi donc d'abonnement, hein, avec un petit abonnement pour le principe. Et puis ensuite, après, on a essayé évidemment de définir, je dirais, des tarifs qui soient proches, je dirais, des tarifs des consommateurs, en tout cas de l'époque, et selon, je dirais, qui correspond en fait, pour que ça corresponde, je dirais, à ce qu'ils ont l'habitude de voir au niveau de facturation. Et on a évidemment eu tout de suite les premières réactions, ça a été de dire, ben oui, mais bon, nous, notre consommation et nos prix d'électricité varient dans un sens ou dans un autre. Donc, quand on a commencé, on était dans une période très favorable, puisque les prix d'électricité avaient fortement augmenté. Mais bon, évidemment, on a vu les fluctuations ces derniers mois et ces dernières années, qui fait qu'évidemment, la difficulté que l'on a, c'est de fournir un prix qui correspond, donc qui soit relativement proche de ce que nos clients, je dirais, ont d'habitude d'avoir, quoi. Donc, aussitôt, évidemment, le sujet, ça a été de la durée. Au début, on a commencé tout doucement pour dire, écoutez, on va s'entraîner avec vous. Et ensuite, en fonction de cela, on pourra, je dirais, essayer de rallonger les contrats. Aujourd'hui, on est quand même arrivé à 3 ans, ce qui déjà donne une certaine stabilité, tout en donnant aussi au consommateur la possibilité de revoir son contrat dans une discussion à avoir, comme il a avec ses autres fournisseurs. Donc, ce qui a été, bon, d'un point de vue opérationnel, tout ce qui est technique, bon, ça, on maîtrise le sujet depuis très longtemps. Donc, on n'a pas eu de sujet particulièrement technique à voir. Ça, c'est une chose que l'on maîtrise de toute manière. La mise en œuvre, je dirais, des outils, la PMO, c'est réglé. Le sujet Enedis fonctionne très bien, hein. Nous avons aujourd'hui des relevés mensuels d'Enedis avec le détail, je dirais, de la production et la répartition de cette production vers les consommateurs et la part d'autoconsommation. Sur cette base-là, on peut faire automatiquement nos factures. Bon, on a mis en place aussi le contrat de vente qui ont été validés juridiquement et qui ont été acceptés.
Donc, on a mis, en fait, je dirais, tous les outils sont actuellement opérationnels et, je dirais, voilà, ne présentent plus aucune difficulté. Les contraintes, évidemment, c'est d'un côté les baux, hein, les baux longue durée que l'on avait d'habitude d'avoir quand on est dans les systèmes de tarifs où on essaye d'avoir des baux sur 20 ans ou 30 ans. Là, évidemment, les propriétaires de bâtiments sont déjà pas forcément les exploitants, d'une part, et ont toujours un peu la crainte que l'impact, puisqu'on a quand même dans nos baux, on espère, on des droits réels, donc l'impact, c'est quand même de craindre que s'il y a une modification de leur propre usage, qu'est-ce qui se passerait? En gros, ils rajoutent un étage sur le bâtiment sur lequel on a des panneaux solaires, comment on fait, quoi? Donc ça, c'est des choses qu'on a vues, on a dit, écoutez, bah, évidemment, ça va être gênant pour nous, et on aurait sans doute la nécessité de demander certaines compensations s'il faut qu'on déménage notre installation. Donc ça, on l'a vu plusieurs fois, cette crainte, je dirais, de se lancer sur des baux longue durée. Or, le côté évidemment gênant, le plus gênant actuellement, c'est effectivement les variations du marché de l'électricité dans un sens ou dans un autre, et que par rapport à ça, nous, notre objectif était évidemment toujours de rester sur une logique de financement à long terme, sauf que, effectivement, compte tenu de ces fluctuations, ben, aujourd'hui, proposer à un industriel un contrat sur 20 ans en électricité, il ne fera pas, parce qu'il ne veut pas s'engager sur des durées aussi importantes. Son modèle économique, il est dans les conditions du moment. Il a lui son propre modèle économique en tant qu'exploitant d'une usine, etc. La variation de l'électricité est un facteur qui est sans doute très déterminant, mais de là à s'engager sur une longue période, ce n'est pas forcément ce que l'on voit aujourd'hui. Donc c'est ça la vraie contrainte actuellement aussi, qui évidemment impacte ben, le financement du projet, puisque comme déjà dit, on n'a pas de sûreté, on n'a pas de contrat à longue durée, on a des risques sur ben, le client. Est-ce que le client qui est aujourd'hui en bonne santé économique, peut-être que dans quelques années, il ne sera pas le cas. Donc, ça, il y a un risque sur le type de client. On a effectivement donc des variables, je dirais, à tous les tâches, sur l'électricité et sur les baux. Ce qui fait que le modèle ben, qu'on a mis en place, il a plusieurs entrées en termes d'installation photovoltaïque de différentes tailles à différents endroits. On a différents clients, on a des durées de baux variables et on a des durées de tarifs variables, de durées de tarifs et de tarifs variables. Le tout mis dans un tableau, quand vous allez voir votre banquier, qui va lui raisonner en taux de couverture de la dette et donc de risque. Eh ben, évidemment, il dit je ne sais pas faire, et ce qui fait que le projet que nous avons mené jusqu'à présent ben, n'a pas de financement. Donc c'est un financement intégralement en fonds propres. C'est effectivement la grosse contrainte actuellement, quoi. Donc voilà. Donc pour le reste, effectivement, on est prêt. En fait, je pense que pour le milieu industriel et artisanal, sont sûrement représentent un potentiel très important. Il y a quand même une nécessité de pédagogie, ça a été évoqué précédemment. C'est vrai que les gens n'ont pas encore l'habitude de ce genre de modèle. Il faut être, je dirais, essayer de leur donner des éléments, je dirais, relativement simples pour qu'ils arrivent finalement à intégrer. Certains vont le faire par principe parce qu'évidemment, ça rentre dans leur logique RSE, etc. D'autres vont quand même essayer de rechercher un intérêt économique. Donc, il faut souvent combiner un petit peu les deux. Et dans les clients que nous avons, on voit bien que certains grands consommateurs le font, je dirais, un peu pour nous faire plaisir, si j'ose dire, sachant que c'est pas forcément le meilleur prix que l'on proposera, mais par contre, ça fait toujours bien d'avoir un peu d'électricité. Et d'autres, quand même, sont plus proches, je dirais, d'une économie à réaliser, quoi. Donc voilà, donc à mon avis, c'est un modèle qui mérite d'être développé à grande échelle, et en Bretagne en particulier. Donc nous sommes opérationnels en tout cas. Il y a juste un seul sujet à régler, c'est la partie financière. Voilà. Je passe la main à Simon Lucas, alors maintenant. Donc, bonjour. Je ne sais pas comment je passe les slides, moi, par contre, mais ok, bon, ça passe tout seul. Juste en quelques mots, Henrik, hein, nous, on est une société qui est dédiée à l'accompagnement des producteurs en autoconsommation collective.
où on va complètement déléguer, enfin, ils vont complètement nous déléguer la gestion, enfin le montage et la gestion des opérations d'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, on a plus de 30 opérations qu'on gère, on en a 15 où on attend les dérogations de la DGEC pour appuyer sur le bouton, et une trentaine qui est en cours de montage en fonction des natures de production du projet. Et donc, j'interviens un peu pour présenter la démarche qu'on a accompagnée, en particulier avec la PEFA, qui est une association de producteurs d'électricité photovoltaïque agricole. Vous pouvez passer la slide. Hop. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu sur les enjeux qui ont été un peu abordés, hein, moi je suis un peu plus tranchant que ce qui a été évoqué. Aujourd'hui, clairement, la culture, elle est pratiquement nulle sur l'autoconsommation collective. Il y a très très peu de consommateurs, entreprises qui connaissent. Donc il y a le sujet voilà, de communication, il est important, mais même au-delà de ça, il y a une culture très faible sur l'acte d'achat d'électricité pour les consommateurs tout court. Donc il y a vraiment un gros sujet là-dessus. Donc ça va se résoudre avec le temps, et les collectivités ont un énorme rôle à jouer, à mon sens, là-dessus. Pas les collectivités côté euh, énergie, mais vraiment côté développement économique, animation des zones d'activité, pour sensibiliser à l'acte d'achat énergétique et au sujet de l'autoconsommation collective. Le cadre réglementaire, rapidement, vous avez dû entendre parler de l'autoconsommation de fourniture. Oubliez ça, ça va être résolu par une loi énergie. C'est c'est une erreur de la loi Appert, ça va être corrigé par les parlementaires, on peut leur faire confiance. Il y a un énorme impact qui est difficile à mesurer sur le nouveau cadre de soutien qui a été évoqué là sur le S21 mode 2025, avec ce qu'a dit Monsieur Kenya juste avant, hein, sur l'enjeu du financement. Mais ça, tous les acteurs, y compris les acteurs bancaires, hein, commencent à comprendre que bah, s'ils veulent financer du photovoltaïque, en particulier en monde agricole, il faudra intégrer l'autoconsommation collective. Et l'ancien monde de se baser que sur l'obligation d'achat, bah, c'est résolu. Petit point dernier, je ne sais pas si la DGEC est autour de la table, mais on a toujours un délai très long de mise en œuvre des dérogations. On est à plusieurs mois. Et clairement, c'est un petit peu complexe, c'est un petit peu complexe d'attendre 2 mois pour avoir une dérogation sur des communes qui est quand même assez simple à analyser. Il y a quand même des évolutions à avoir. On a évoqué beaucoup de sujets qui ont pu bénéficier de fonds FEDER, donc qui n'ont pas pu bénéficier du cadre EDF-OA. EDF-OA, donc, qui est quand même l'acheteur principal, a des difficultés dans sa gestion des opérations d'autoconsommation collective et en courbe de charge de manière générale. Donc il y a un vrai sujet qu'il faut travailler avec eux là-dessus. Et enfin, au sujet de la PMO, ça a été redit dans ce webinaire, et moi je tiens à le préciser un peu fortement. Il n'y a pas besoin de créer de PMO pour faire une opération d'autoconsommation collective. Il faut une PMO, certes, mais on n'a pas besoin de la créer à chaque opération. Et donc, du coup, on peut avoir des opérations, et je reviendrai sur ce qu'a fait la PEFA, des PMO mutualisés qui vont permettre de dupliquer, d'accélérer et d'industrialiser, hein. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de faire quelques opérations, c'est d'industrialiser les opérations d'autoconsommation collective. Et il y a un sujet aussi qui est important à voir sur les obligations entre la PMO et le producteur, hein. La PMO, c'est pas un acteur économique. Il peut facturer ses prestations, mais il ne facture pas l'énergie, jamais, ça c'est interdit, c'est le producteur qui facture. Et donc, il y a vraiment une différence entre cet aspect PMO technique et producteur économique. Donc, comment on a fait pour... alors, les schémas sont forcément compliqués, hein, il y en a plein, mais je vous l'enverrai, puis on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ça, c'est un schéma de contractualisation classique en autoconsommation collective. Comment on a fait au sein de la PEFA pour ne pas faire peur à tout le monde en montant un schéma comme ça, et à simplifier le principe? Déjà, la PEFA, c'est quoi, hein? C'est une association qui a été créée en 2010 pour accélérer, pour accompagner les producteurs en photovoltaïque, et surtout qui garde le contrôle. En fait, le vrai sujet, c'est les mots de la PEFA, hein, mais c'est garder le contrôle de leur projet photovoltaïque. Et en fait, la CC, ça permet aussi ça. Ça y contribue, hein, mais ça permet ça, de garder le contrôle. Et donc, du coup, garder le contrôle, c'est quoi quand on fait de l'autoconsommation collective? Mais c'est d'apporter cette brique servicielle de la PMO au sein de tous les membres de la PEFA, pour autant sans imposer de prestataire non plus. C'est-à-dire que
on va apporter la PMO, donc apporter ce service de mutualisation, mais par contre, chaque producteur est libre du choix de gérer lui-même son opération, de prendre un outil, de prendre un prestataire. Donc moi, j'accompagne des opérations de la PFA, de la PFA PMO, mais il y a d'autres opérations de la PFA PMO qui ne sont pas, que je n'accompagne pas, qui sont portées par les producteurs en direct. Et donc, du coup, quand on remet le schéma, on remet la PMO au milieu, en fait, euh, voilà, on a ce service qui est proposé et qui est différent pour les producteurs et les consommateurs. C'est payant pour les producteurs et c'est gratuit pour les consommateurs. Pourquoi gratuit pour les consommateurs? Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'abonnement à payer par mois. Pourquoi? Parce que les consommateurs, ils ne connaissent pas, il faut les sensibiliser, ils vont être méfiants. Et mettre une adhésion payante, ça met une barrière à l'entrée. Et donc, du coup, le choix qui a été fait par la PFA, c'est de cette gratuité pour les consommateurs. Et après, derrière, c'est Henrik qui peut gérer les opérations pour les producteurs. Attendez, ici. Voilà, quelques exemples d'opérations qu'on a eu l'opération de monter. Enfin, la chance d'accompagner une exploitation agricole à côté de Fougères, hein, qui a deux bâtiments producteurs, un en vente de surplus, un en vente totale, les deux chez EDF-OA, avec un autre bâtiment consommateur. Donc on est au sein de la même personne morale, donc c'est une opération patrimoniale qu'on évoquait tout à l'heure. Avec la vente totale qui va alimenter les deux sites de consommation qui sont donc en tarif bleu. Et après, l'énergie des deux premiers sites est envoyée vers le dernier site de consommation qui ne produit pas. Et en parallèle, en complément, hein, le producteur a une opération, enfin une autre unité de production en cours. Et là, il va développer donc deux centrales de 150 kg et vendre à des prospects industriels. Donc on a fait deux opérations différentes. Pourquoi? Parce que quand on a monté l'opération, l'exonération d'assises était uniquement valable sur demande de rescrit au sein des opérations patrimoniales. Donc c'est pour ça qu'on avait séparé ces deux opérations. Je ne rentre pas dans le détail, hein, mais si vous avez des questions, vous aurez les analyses. Le deuxième, c'est une opération qui répond à des questions aussi tout à l'heure, hein. Un agriculteur qui a deux unités de production, une en S17 en vente totale, une en S21 qui est en cours de mise en service. Lui, il a une très faible consommation, donc il n'est pas intéressé par consommer. Voilà, il a le droit. Et donc, on va prendre la consommation de son unité de 260 kg pour la vendre à sa commune, en privilégiant d'abord les tarifs jaunes et ensuite les tarifs bleus. Donc ça, c'est possible avec les clés dynamiques. Pourquoi on fait ça? Pour une optimisation économique pour le producteur et le consommateur. On va aller chercher les sites qui achètent le plus cher l'électricité, et après on descend comme ça dans les sites qui achètent moins cher l'électricité, en sachant qu'on a un seul acheteur, hein, qui est la commune, donc qui a passé un marché, et on choisit en fonction des bâtiments. Donc l'intérêt, il est partagé entre le producteur et le consommateur. Un petit focus sur le retour d'expérience sur la politique tarifaire, qui est un des sujets majeurs de l'autoconsommation collective, qui est excessivement complexe, parce que la politique tarifaire de la fourniture d'électricité est excessivement complexe. Donc nous, on a constaté deux approches. Une qu'on essaie de limiter parce qu'elle est un petit peu simpliste face à notre expérience. Et en particulier, elle affronte la diversité des tarifs de l'électricité. Et je vous partage un exemple qu'on a rencontré où quelqu'un voulait vendre à 180 € du mégawattheure, 20 centimes. Et la personne a dit: ah ben non, je ne suis pas intéressé parce que moi j'achète aussi à 20 centimes en moyenne. Sauf qu'elle achète entre 28 centimes et 10 centimes en fonction des postes tarifaires. Et donc du coup, on peut choisir en autoconsommation collective quand est-ce qu'on livre l'énergie. Et donc le contrat, on est arrivé à une économie substantielle en ne lui vendant qu'en heure pleine hiver et qu'en heure pleine été. Pour la petite info, on est sur 16 000 € d'économie pour le producteur, pour le consommateur dans ce cas-là. Le deuxième tarif qu'on applique, et vraiment, moi, c'est quelque chose que je pousse beaucoup et qui fait écho à ce qui a été dit en avant sur projet territorial, ancrage de la valeur. Et ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels moi, je travaille beaucoup et je pousse les producteurs à s'inscrire. C'est de se dire, en gros, quand on fait de l'autoconsommation collective, on va ancrer la valeur dans le territoire.
entre le producteur et le consommateur. Ben, cette valeur ancrée, on la partage en deux. Et comment on calcule le prix de vente? Ben, on le met de manière dynamique, en partant d'un côté sur le coût minimum du producteur, qui est le montant de l'obligation d'achat ou de la vente à un fournisseur, les frais de gestion, parce que j'ai des frais de gestion qui fonctionnent à la commission, et de l'autre côté, on prend le coût de fourniture et l'économie d'assises sur la fourniture, et on prend tout ça, et on est deux, producteurs-consommateurs, et bien on partage en deux. Et ça fait le tarif sur une plage horaire, et qui est modifié, et qui peut être modifié en fonction du temps. Et on le modifie en fonction du temps sur les durées des contrats de fourniture, qui sont de l'ordre de 2-3 ans, et après on fait évoluer le contrat à chaque changement du contrat de fourniture. Donc on est sur des choses qui sont très très dynamiques, qui permettent d'ancrer la valeur au maximum dans le territoire, et on n'a pas de contrat sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, les acheteurs qui arrivent à se projeter sur du 3 ans, 5 ans, c'est excessivement rare. Donc on a des contrats qui vont de quelques mois à quelques années, et qui permettent voilà, d'être très réactifs, d'ancrer la valeur, et qui sont aussi permis par l'opportunité très forte du S21 d'avoir ce filet de sécurité qui va permettre de sécuriser le financement. Là, avec les nouvelles modalités, avec des mécanismes qui vont être, des tarifs d'achat qui vont être inférieurs, mais il va falloir peut-être revoir ces politiques et se projeter un peu plus dans le long terme. Mais aujourd'hui, nous, dans les opérations privées, on voit très très peu de contrats qui sont au-delà de 3 à 5 ans. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Merci beaucoup, Simon. Thomas, est-ce que je peux passer? Je vois qu'on n'a plus énormément de temps. On va essayer de garder au moins 10 minutes pour la partie questions à la fin. Voilà, l'idée, c'était juste de conclure un petit peu suite aux 3 retours d'expérience de nos intervenants, que je remercie d'ailleurs, sur un peu les perspectives d'évolution et les principaux messages, en fait, à la suite de ça. Et on peut notamment dire, enfin, on voit qu'au niveau des interventions et du panorama qu'a pu faire Anne, on observe une hausse progressive, même si pour l'instant, par rapport aux puissances installées, c'est encore minime, l'autoconsommation collective. Mais on voit qu'on est vraiment sur une dynamique de hausse qui est liée à plusieurs choses. Simon en a très bien parlé, mais voilà, cette création de valeur locale est vraiment un argument qui pousse en faveur de l'autoconsommation collective, avec une sécurisation du coût d'électricité pour les consommateurs dans un contexte de hausse du prix de l'électricité. Bien que, voilà, ça aussi, ça a été mis en avant, on a quand même encore des freins qui sont liés au manque de sensibilisation des marchés d'électricité, de l'achat d'électricité, surtout dans le monde privé. Ça, on a encore des marges de manœuvre de progression là-dessus. Tout à l'heure, Pierre parlait du fait que pour les producteurs, c'est parfois un peu compliqué de partir sur de l'ACC parce que c'est plus facile, entre guillemets, de se reposer sur les mécanismes de soutien. Ça, on voit qu'on va aussi avoir des changements de dynamisme au vu de ce qui a été annoncé sur les mécanismes de soutien là en mars, et sur une baisse quand même globale et qui ne va pas s'arranger dans le temps. D'ailleurs, sur ma slide, je vous ai mis une petite fiche Atlanson si vous voulez voir les nouveaux tarifs qui ont été publiés là le 26 mars. On a mis à jour une fiche pratique avec les tarifs. Un dernier petit mot aussi, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est aussi qu'il y a des... Alors déjà, la CC est une pratique encore innovante, vu le nombre d'opérations qui sont concernées, mais même au sein de la CC, on voit encore des choses qui évoluent et qui arrivent. Tout à l'heure, Anne parlait de l'association Sirène dans le pays rennais, qui est une coopérative citoyenne, qui, par exemple, propose dans ses opérations d'ACC des tarifications différentes. On peut avoir un tarif classique, un tarif aussi de soutien, donc un peu plus élevé en tant que consommateur, mais on peut avoir aussi des tarifs préférentiels, et ce pour aussi pouvoir faciliter l'accès à l'énergie. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui se construisent, et en fait, le développement de ces opérations d'ACC, c'est un peu le sens de l'histoire, même si on a encore des freins à lever.
Laurie, je ne sais pas si tu as pu un peu agglomérer les questions. J'ai vu qu'il y avait dans le chat des questions qui sont passées sur les présentations des différents intervenants. Oui, je vous ai mis à la fin, mais vous aurez la présentation, plusieurs ressources, que ce soit des guides qui ont été créés par l'ADEME et Enedis. Je vous ai remis un lien vers le centre de ressources d'Atlansun ou le centre de ressources nationales photovoltaïque.info qui est assez complet si vous avez besoin d'infos plus précises. Je vous ai remis aussi les annuaires RGE, mais aussi l'annuaire des professionnels membres d'Atlansun. Voilà. L'idée, c'est de dire, maintenant qu'on a dit tout ça, vous avez aussi les clés et on vous met à disposition les ressources et des acteurs qui peuvent vous accompagner, que ce soit dans le montage de l'opération d'ACC, comme Simon a pu présenter, ou des acteurs plus larges. Est-ce qu'on peut revenir sur les questions peut-être? Moi, j'en avais repéré une, c'était sur le modèle économique d'une opération d'ACC sur lequel il y aurait des batteries pour le stockage. Est-ce que l'un de vous peut apporter son avis voilà, sur la viabilité économique d'un tel projet avec batterie? Moi, je peux répondre, mais la réponse ne va pas vous plaire. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que ça change tout le temps et surtout, le gros impact qu'il va y avoir, c'est l'arrivée du TURPE 7. Donc, le TURPE 7, hein, c'est la modification de la structure tarifaire de l'acheminement qui va arriver avec, si on simplifie, le passage des heures creuses en journée. Donc, peut-être que demain, le stockage sera plus intéressant parce que on va produire en heures creuses. Donc, ça coûtera pas cher d'utiliser le réseau en heures creuses. Et donc, on pourrait avoir des systèmes de stockage centralisés ou des systèmes de stockage chez les consommateurs. Après, la difficulté, c'est que en simplifiant un petit peu, mais on achète quand même la fourniture moins chère la nuit que le jour. Et donc, du coup, il faudrait stocker. Si on stocke de l'énergie chère pour la vendre pas chère, ça marche pas beaucoup. Économiquement, ça passe pas. Donc, je pense que ça va arriver. Les prix du stockage baissent, mais pour l'instant, moi, j'en ai pas vu de projet où le stockage est pertinent. Ça veut pas dire que c'est jamais le cas, mais moi, j'ai jamais vu ça. Merci Simon. On a une autre question économique sur les CAPEX, c'est-à-dire les coûts d'investissement, et les OPEX, les coûts de gestion, assurance, maintenance d'une centrale solaire. Alors, Pierre Moelle a dû nous quitter, mais il m'a fourni des éléments par rapport au projet Phébus qu'il vous a présenté. Donc, c'est un projet qui a bénéficié d'une subvention européenne via le FEDER, ce qui a permis de réduire le coût de production du kilowattheure. Et donc, ils se sont engagés à vendre à 90 centimes d'euros, non, pas du coup, pardon, 9 centimes d'euros le kilowattheure sur 20 ans. Et s'il n'y avait pas eu de subvention FEDER, donc pour les nouveaux projets, ceux qui sont jugés moins innovants, on arrive maintenant à 13 centimes d'euros du kilowattheure. Juste pour comparer, avoir un ordre de grandeur, le tarif réglementé de vente 2025 pour les particuliers en base est à 9,5 centimes le kilowattheure. Mhm. Hors taxe. Je pense que c'est hors taxe Oui, voilà. oui, c'est hors taxe. Et juste pour répondre à la question, parce que personne n'y répond sur les CAPEX. Les CAPEX d'une centrale en ACC sont les CAPEX d'une centrale de prod. Donc clairement, Atlansun aura les réponses pour répondre à ça sur les CAPEX de prod classiques du photovoltaïque. Les OPEX changent. Il y a les OPEX classiques de la prod, donc liés à l'assurance, à la maintenance et à la supervision. Ça ne change pas. Atlansun a la réponse là-dessus.
les OPEX d'ACC, moi je peux vous dire les prix que je pratique en termes de gestion d'opérations d'autoconsommation collective. Nous, on est entre 12 et 18 euros du mégawattheure géré. Voilà, sinon on a une base de facturation sur les mégawattheures, sur l'énergie gérée. Mais voilà, on a ce prix-là, au moins ça vous donne un ordre de grandeur qui sera de toute façon nécessaire à intégrer dans les business plans des centrales si on veut absolument avoir de l'autoconsommation collective pour aller dépasser l'obligation d'achat qui va baisser fortement dans les mois à venir. Il y a une réaction là sur les 95 euros du mégawattheure en tarif bleu. Moi, je le paye plus cher. Alors, attention, hein, au tarif réglementé de vente, il y a pas de secret, c'est publié au journal officiel. Ce 9,5, 9,43, quand vous le rajoutez, le TURP, qui n'est pas une taxe, qui est un tarif, hein, je rappelle, la fiscalité, la TVA, vous arrivez à 20,16 TTC pour le consommateur à la fin. D'accord, hein, c'est sur la reconstruction, ce qu'a montré monsieur Kena sur la construction d'une facture. Il y a un sujet de lobbying derrière que pourrait porter Smile et les autres acteurs, qui est une transparence sur les factures pour les fournisseurs, parce que aujourd'hui, un consommateur ne sait pas combien il achète son électricité, enfin l'électron, c'est masqué pour les consommateurs en C5. Mais voilà, si vous êtes au tarif réglementé de vente, vous payez 20,16 TTC et ça se traduit en 9,43 hors taxe pour l'électron. Merci Simon. Il y avait une question également sur la possibilité d'augmenter la puissance au-delà de 5 mégawatts pour l'autoconsommation. Est-ce que Clara, tu veux y répondre? Oui, il me semble que j'ai répondu dans le chat. La question, c'était de savoir si cette augmentation à 5 mégawatts ne concernait que les acteurs collectivités publiques. Et j'ai répondu que non, que cette hausse récente s'appliquait à tous les acteurs, mais que par contre, une hausse à 10 mégawatts, c'était une procédure dérogatoire pour les collectivités sous les critères que j'avais cités lors de ma présentation. Mais en gros, c'est plutôt des opérations d'ACC pour les acteurs publics. Donc 5 mégawatts pour tout le monde, 10 mégawatts crête pour les acteurs publics. Merci. Je vois une main levée. Steven Bobet. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Sinon, n'hésitez pas à écrire votre question dans la rubrique questions-réponses. Il y a une question sur la régulation potentielle des prix de vente en ACC par l'État. Est-ce que Simon, Clara ou Pascal, vous voulez intervenir? Impossible. C'est impossible, c'est inimaginable. Ça voudrait dire que ça serait imaginable si l'État pouvait décider du prix de vente d'un acteur privé à un autre acteur privé. Donc tout est possible, hein, la loi est possible, mais ça voudrait dire que on pourrait imposer le prix de la baguette, le prix des... Voilà. Aujourd'hui, clairement, l'État n'a pas les moyens en économie de marché de fixer un tarif. Le seul moyen qu'il pourrait faire, c'est de mettre une fiscalité spécifique comme la rente inframarginale au-delà d'un certain niveau, mais ça voudrait que ça s'applique aussi à la fourniture. Donc c'est complètement inimaginable. Pour les questions un peu plus futures et boule de cristal, il y avait une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, de savoir si la puissance de 5 mégawatts pourrait augmenter dans l'idée d'attirer les industriels et les plus grands consommateurs.
Voilà, j'ai pas répondu parce que c'est dur de le savoir. Ce Ouais. serait une bonne Alors, nouvelle, mais on va pas faire l'avenir de la réglementation, quoi. ouais, après, clairement, on arrive sur des sujets qui impactent la base de l'ACC, hein, qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais je vous rappelle que l'autoconsommation collective est un mécanisme qui n'est éligible qu'aux sociétés dont l'activité principale n'est pas l'autoconsommation collective. Et donc, si vous avez un projet de 5 mégas, des éoliennes par exemple, ou des centrales au sol, ben, vous allez faire une SPV. Et si vous faites une SPV, ben, c'est une société à part. Et du coup, si vous vendez plus de 50% de votre chiffre d'affaires en autoconsommation collective, vous ne respectez pas le cadre réglementaire de l'autoconsommation collective. Donc, c'est un peu compliqué. Après, on parle, c'est des puissances à l'opération. Donc, on pourrait imaginer des multiples opérations, Déjà, 5 mégas, c'est pas mal. J'ai pas, moi, la plus grosse opération que je gère, elle fait 1 méga 6. J'en ai pas vu des beaucoup plus grosses et j'en ai des qui sont en lancement, mais c'est de l'éolien, donc du coup on en a pour quelques années avant de ressortir les mâts, mais c'est pas en Bretagne, mais avec une entreprise bretonne. Je me permets d'en parler. Les centrales sont actuellement sur des appels d'offres sur des tarifs. Certains vont commencer à faire des PPA, et c'est sans doute quand les centrales sortiront des tarifs que là, l'autoconsommation collective pourra avoir un intérêt. En attendant, je ne suis pas certain que beaucoup de gens vont se lancer sur des gros projets. Pas tout de suite. On a atteint l'heure limite. Je vous propose de prendre une dernière question rapide. Serait-on toujours obligé d'avoir un opérateur d'équilibre? Ah oui, toujours, hein, c'est la base de la production, hein, c'est même pas de la CC, hein, c'est toute unité de production qui injecte sur le réseau de distribution doit s'inscrire dans le périmètre, dans le mécanisme d'équilibre et donc doit s'inscrire dans le périmètre d'équilibre d'un responsable d'équilibre. Sinon, c'est le blackout. Voilà, à la fin. Enfin, le risque, hein, le risque. Donc clairement, il y aura toujours besoin d'un responsable d'équilibre pour injecter. Et la CC, c'est après, quoi. Voilà, il vous faut un contrat d'accès au réseau, il vous faut votre carte, pour votre CARDI, il vous faut un responsable d'équilibre. Voilà, point final. Merci pour ce point final. Je crois qu'on peut se dire au revoir et bonne fin de semaine à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.